Salut à tous, salut Max, salut Laurent. Aujourd'hui, petite émission crypto. Et c'est pour ça que tu es là, Laurent, aujourd'hui. Donc, je te représente parce que tu étais déjà venu en live avec nous, je crois qu'il y a plus d'un mois largement. Mais Laurent, consultant crypto et investisseur, bien sûr, depuis bien des années maintenant. Et avec Laurent, alors le sujet du live, c'est un titre un peu long, mais en gros, moi je l'ai intitulé comme ça. C'est est-ce que le système crypto est en fait va nous apporter de la liberté en tant que citoyen ou plutôt un contrôle global pour l'avenir. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est complètement l'inverse. Donc on va voir ça ensemble, ce que tu en penses Laurent, ce qu'on en pense avec Max. Et puis on va évidemment parler de cette petite actualité assez mouvementée. Donc dernièrement, puisque des fois on parle de certaines structures qu'on pensait fiables et qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais je vais commencer par du coup ce thème-là un petit peu, de voir un petit peu toi ta vision Laurent sur ça. Mais voilà, est-ce que toi tu penses que ce système crypto qui est en évolution constante sur des mois, des années, et on ne sait pas combien d'années ça va durer cette évolution, mais en tout cas, il y a plusieurs spéculations autour du système crypto. Est-ce que les États vont récupérer ce système et le laissent un petit peu comme ça, on va dire en bêta-test pour plusieurs, on va dire, millions de personnes? Justement, je peux rebondir, on peut démarrer par l'actualité parce que ça va s'entremêler avec le sujet général. Donc pour ceux qui ne savent pas, actuellement donc, FTX, qui était le deuxième plus gros exchange crypto, est en banqueroute, c'est-à-dire qu'il est en faillite. Oui, il a signé la faillite déjà. La faillite a été signée et ils ont, pour la faire court, ils ont utilisé les fonds de leurs utilisateurs pour investir, jouer. D'accord. Ils se retrouvent donc avec l'effondrement du marché et puis surtout le fait que par des systèmes financiers, ils ont fait monter leur propre token qui est le token FTT, on appelle ça la flywheel. En fait, on a un token qui a une valeur. Avec sa capitalisation, on va trouver des banques ou des gens qui sont prêts à nous prêter de l'argent et en mettant en collatéral le token. Et avec cet argent, on achète soi-même son token, ce qui fait monter le prix. D'accord. Et en fait, ça fait gonfler. En fait, on s'auto-spécule un peu. On auto-gonfle en fait la valeur de notre token, mais qui en fait ne repose malheureusement sur pas grand-chose. Il n'y a que toi qui investis au final. Et ça le rend illiquide, c'est-à-dire que dès qu'on veut vendre, il n'y a plus personne en face parce qu'on possède la très très grande majorité des tokens. Donc c'est ce qui s'est passé. En fait, FTX, et ça c'est l'exchange, mais c'est surtout qu'ils étaient depuis le départ passé. Donc Sam Bankman-Fried qui a monté cette exchange, il avait monté avant Alameda Research. Et ça, Alameda, c'est un fonds d'investissement, c'est des quants, et c'est des gens qui eux spéculent réellement parce que l'exchange finalement lui ne fait en gros qu'assurer la vente et l'achat de outil technique. Et c'est la jonction de ces deux entités qui se sont permis encore une fois d'utiliser les fonds des gens et de perdre les fonds des gens, et c'est de ça dont il s'agit. En sachant qu'ils avaient pris une place et une importance énorme dans tout l'écosystème. C'était le second plus gros exchange du marché. Exactement. Et on pourra en revenir au... Il avait combien d'années d'existence FTX, juste pour Je crois que c'est 2 ou 3 ans. D'accord, donc c'est 2 ans, je crois. C'est vraiment fulgurant, c'est une descente fulgurante. Parce que là, ça s'est dessiné en combien de temps? En plus, la faillite, c'était très rapide. Moins d'une semaine. Ouais, en fait, c'est parti d'un article qui est sur CoinDesk, je crois. Et donc, qui mettait en garde sur la possible non-solvabilité justement d'FTX. Ah oui, ils ont mis en doute la preuve de réserve. Exactement. Okay. Et donc, ça en est suivi quelques jours après, en fait, d'un tweet de CZ, qui est le patron du premier exchange, du plus gros exchange au monde, qui est Binance, qui possédait un équivalent de 2 milliards de dollars de ce fameux token FTT. Et il a annoncé sur la place publique qu'il allait le vendre. Voilà. Il a associé ça aussi à Luna, au crash de Luna avec le token IST. Mais Luna et FTX n'ont pas de relation? Si. Non. Enfin, pour le coup. Ils en ont eu, ils en avaient, mais non, Luna a craché, a fait faillite, ils n'ont plus de relation actuelle. Mais ça rappelle en fait les systèmes qui ont été utilisés avec Terra Luna et avec le stablecoin qui a fait faillite. Notamment avec le Luna, en fait, pour encore une fois, cette fameuse flywheel était utilisée pour
monter artificiellement le prix du Luna. Et c'est un peu le même système qui a été utilisé pour monter artificiellement le prix du FTT. Voilà. Ça fait beaucoup de vent tout ça. Voilà, ça fait Et ça fait aussi beaucoup d'argent, mine de rien. Ça fait, et surtout, voilà, malheureusement, beaucoup d'argent volé. Hein. Enfin, ouais, le vol a été visé, disparu. Mais c'est marrant parce que du coup, le système, là, FTX, quand FTX tombe, là, il y a beaucoup de personnes qui comparent ça finalement, c'est intéressant de faire un parallèle, avec finalement une banque traditionnelle qui aurait soi-disant tant de fonds de garantie par rapport au nombre de ses déposants, de ses épargnants, etc. et qui ferait faillite. Et en gros, c'est à peu près ce qui se passerait si une banque ferait faillite, c'est-à-dire tu veux retirer ton argent au distributeur ou sur ton compte, en fait, tu peux pas. Et après, tu peux envoyer des courriers, mais la banque traditionnelle, elle aussi, peut aller faire un dépôt de faillite, une demande pour impossibilité de rembourser ses clients. C'est ce qu'on appelle un bank run. C'est exactement ce qu'a provoqué Sisi. D'accord. C'est-à-dire que sans la panique généralisée, FTX tournerait toujours. D'accord. Et de la même façon, donc les banques, ils utilisent ce qu'on appelle les réserves fractionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de prêter plus que ce qu'ils possèdent réellement. Et donc, si tous les clients de la banque, un jour, en 24-48 heures, venaient demander leur argent, la banque ne pourrait pas leur fournir. D'accord. Et donc, ça créerait effectivement cette même situation. Donc moi, je ne savais pas que FTX finalement tombe à cause d'un bank run. Je croyais qu'elle tombait parce que tout le monde s'aperçoit qu'elle a... Le bank run a été facilité par leur pratique et le mésusage, aujourd'hui, on commence à le voir, des fonds des clients. Mais donc en gros, Binance avait l'intention quand même de baiser son... L'intention, on ne peut pas savoir les intentions. En tout cas, il a participé. Voilà. Ils ont participé, du moins à l'éviction de leur principal concurrent, parce qu'ils étaient devenus le deuxième. Ouais. Plus récemment, alors là, je vais avancer un peu sur aussi la finance décentralisée, parce qu'il y a une grande confusion, et les médias s'en donnent à cœur joie, à confondre l'effondrement d'une entreprise, finalement, à la tête d'humains, de Bitcoin, du système Ethereum, des blockchains qui, elles, par ailleurs, vont très bien. Toute la finance décentralisée a tourné dès qu'il y a des prix qui doivent être liquidés. On voit quand même qu'il y a eu une chute de l'Ethereum et du Bitcoin. Alors, lié à tout cette vague quand même. À la panique, bien sûr. Donc on voit que le réflexe des consommateurs, ou en tout cas des investisseurs en crypto, sur la masse, il y a quand même une prise de panique qui a été aidée par les médias, je pense, de grand chemin. C'est comme au Covid en fait. À chaque fois, souvent la crypto s'est entraînée par des mouvements de panique en fait. Comme quand ça monte, c'est de la hype, et quand ça descend, souvent c'est de la panique. Et tu regardes au Covid, ça s'est crashé. À l'annonce de la guerre en Ukraine, il y a eu un crash, je crois aussi un petit peu. La psychologie agit énormément sur les marchés et est utilisée par les grands opérateurs, il n'y a aucun doute. Okay. Mais là, ce qu'on ne sait pas encore, et ce qui rend en fait, les marchés détestent l'incertitude. Et on ne sait pas encore s'il y a encore des squelettes en fait cachés sous le placard, dans le placard. Parce que il y a FTX qui avait déjà des investisseurs, et surtout, encore une fois, pour en revenir à Alameda, c'est des entités qui étaient investies dans beaucoup de projets, que ce soit des projets CeFi ou des projets réellement en fait DeFi. C'est-à-dire qu'ils sont investis dans. Je connais la DeFi, mais la CeFi, c'est quoi? La CeFi, c'est comme FTX. C'est les gens qui fournissent un service en utilisant des produits de la DeFi. Après, il y a les protocoles réellement de la finance centralisée, comme AAV, comme Curve, qui ont des tokens de gouvernance, ou des tokens qu'Alameda, que ces gens possédaient. Donc, comme on est dans une situation où les fonds sont gelés, parce que ce qu'ils possèdent aujourd'hui représente moins que ce qu'ils doivent, pour rembourser les prêteurs, il va falloir vendre, ou du moins convertir, notamment peut-être certains tokens de la finance décentralisée, en cash pour rembourser les gens à qui Alameda et FTX doivent de l'argent. Enfin, on en est là. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu penses Sauf si c'est racheté, évidemment. Du client de FTX aujourd'hui, je ne sais pas combien il y avait de clients, des milliers, des millions? 5 millions, je crois. 5 millions? Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton point de vue ou tes attentes par rapport à qu'est-ce qui va se passer pour les 5 millions de clampins? Parce que les mecs, donc là, ils vont faire des procès, un procès certainement. Ils vont faire, parce que si c'est aux États-Unis, ça va être une class action qui va être orientée contre FTX.
avec ils ont quand même de la puissance là-dessus pour les consommateurs, mais qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir? Rien en fait, s'il y a vraiment une faillite. Malheureusement, là on rentre visiblement dans des... Donc l'État arrive, le régulateur arrive, va faire le bilan, encore une fois, de ce qu'FTX possède encore, Alameda FTX possède encore et de ce qu'ils doivent. Et après, il y a un ordre de priorité. Et malheureusement, les clients, bien souvent, arrivent un peu en dernier, en fin de liste sur la priorité. Donc, et mis à part ça, c'est que très souvent, toutes ces procédures, on le voit avec lorsque l'exchange MTGOX avait chuté, les gens n'ont toujours pas retrouvé leur Bitcoin. C'est toujours en procédure, bloqué quelque part au Japon. Alors, on entend beaucoup de choses dans les médias, mais pour l'instant, aucun client n'a reçu. C'est con parce que pourtant, c'est pour ça que c'est vendu la crypto, c'est le contrôle sur ton argent. Mais de la même façon, c'est un exchange qui s'est effondré. Ce qui se passe là est comparable. Encore une fois, Bitcoin, le réseau Bitcoin, les réseaux Ethereum, les blockchains, elles tournent, vont bien, mais les intermédiaires qui utilisent mais en fait, c'est ceux qui l'ont volé, en fait. C'est ceux qui l'ont volé. Si tu avais tes bitcoins sur Metamask, quand bien même l'exchange sur lequel tu l'as acheté se pète la tronche, à toi, tu as toujours pas le contrôle. Quoi. Là, je vais te poser une question de débutant. Est-ce que si moi, par exemple, j'étais client chez FTX et que à ce moment-là de ce crash, j'aurais eu un ledger, est-ce que je me serais sorti mieux que les autres? Non. Alors, si les crypto-monnaies, tu les as achetées sur FTX et tu les as transférées sur ta clé, sur ton hardware wallet, sur ton cold wallet, que ce soit Ledger ou un autre, il ne s'est rien passé. Tu les possèdes. Donc la suite FTX ne t'atteint pas. Ah ouais, donc c'est vraiment l'endroit où tu les stockes. En fait, c'est comme justement, en comparaison avec une banque traditionnelle, c'est si tu les mets dans le coffre de la banque et qu'elle ferme ses portes et qu'elle se barre avec le contenu des coffres, c'est un peu le même principe au final. Ou même si elle bloque juste l'accès, comme c'est une vraie. Enfin, ça rigole pas quoi d'avoir ce cold wallet, c'est quand même une vraie utilité. Une grande phrase, c'est not your keys, not your coin. C'est-à-dire que la clé privée, c'est ce qui permet de mobiliser en gros les jetons sur quelle que soit la blockchain. Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, les bitcoins ne quittent jamais la blockchain Bitcoin. Même quand on parle de porte-monnaie froid ou de ledger, ils ne sont pas dans la ledger. La ledger, en fait, ne contient que la clé privée qui permet de mobiliser les bitcoins et donc de les transférer sur la blockchain Bitcoin. Mais ça, c'est que pour les bitcoins. C'est pareil pour Ether. Ah non, c'est pas la même chose. Et donc, lorsqu'on possède sa clé privée, ce que je veux dire, c'est quand vous avez vos bitcoins, vos Ethers, quel que soit vos cryptos, sur un exchange, et c'est pareil pour Binance, c'est pareil pour FTX, c'est eux qui possèdent les clés pour mobiliser les jetons. En fait, vous déléguez on délègue le droit de propriété en fait, de vos jetons. L'accès prioritaire et pour les exchanges, pas pour nous. Voilà. Donc, c'est eux qui ont les clés privées. Donc ça ne sert pas à rien, même ça sert d'avoir un ledger. Après, il faut prendre en compte aussi le côté centralisé et décentralisé, dans le sens où, par exemple, les exchanges, ils sont centralisés et tu peux très bien avoir le contrôle total sur tes cryptos si tu les mets sur Metamask, par exemple, qui est un hardware décentralisé. Et là, en l'occurrence, tu as ta clé, tu as ton code, et en gros, tu n'as pas la même sécurité qu'un ledger, certes, mais tu as quand même un contrôle total. Voilà. Si tu fais pas n'importe quoi sur des sites, tu vas pas te faire hacker comme ça du jour au lendemain non plus. Metamask, c'est ce qu'on appelle un hot wallet, c'est la même chose, tu as ta clé privée, sauf qu'à la différence de la ledger qui est sur un petit outil séparé, ta clé privée est stockée quelque part dans ton ordinateur. Donc, a priori, plus facilement accessible. Donc, le risque de faille, de vecteur d'attaque est plus grand sur un hot wallet, donc sur un wallet qui est sur une espèce de clé qui est dans ta chambre. Que sur un hardware wallet. Ouais, je vois le truc. Après, si on a une bonne hygiène informatique, etc., c'est pas impossible d'avoir des sommes sur un Metamask. J'ai jamais eu de problème avec Metamask. Un défi wallet. Oui, c'est une bonne hygiène, si tu es habitué, ça peut s'entendre. Mais dès que tu as des sommes aussi, des sommes importantes, etc., il faut essayer de passer. Et si j'ai par exemple, j'ai n'importe quoi, 10 000 balles d'Ethereum sur ma clé, est-ce que le fait de l'avoir sur la clé, c'est chiant pour les mettre en jeu, par exemple, pour spéculer avec ou pas? Non, parce que... Elle est reliée quand même directement. Alors, justement, c'est là qu'on revient à la finance décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a plein d'AMM, d'exchanges automatisés, et donc tu peux trader sur la finance décentralisée. D'accord. Alors il y a encore un problème. Directement de la cold wallet. Enfin, du cold wallet. Tu moves. Voilà, c'est ça, c'est sur le. J'avais l'idée que si tu es sur un cold wallet, du coup, ça
ça t'empêche de jouer. Il faudrait que tu les remettes quelque part avant de les utiliser ou quoi. En fait, non, c'est pas cool. Quand tu es sur l'écosystème, en gros, Ethereum et EVM, on va dire au sens large. Tu restes dessus, quoi. Il y a des smart contracts et dessus, ils ont bâti ce qu'on appelle les protocoles, les DApps. Donc, genre AAV, qui est un protocole de prêt. Tu mets par exemple des bitcoins en collatéral et tu as le droit d'emprunter en face. Alors, c'est jamais à 100%. Par exemple, tu vas mettre n'importe quoi, 10 000 € de bitcoin. Tu vas avoir le droit d'emprunter par exemple 5 000 $. Okay. Et si, comme la valeur du bitcoin fluctue, si ça chute, par exemple à 7 000 $, le protocole, si tu ne l'as pas fait avant, va vendre de force les bitcoins pour rembourser les 5 000 à celui qui te les a prêtés. Il te rendra la différence plus une petite pénalité parce que tu n'avais pas t'occuper de tes sous. Ça s'appelle les liquidations. Et du coup, je te laisse finir. Non, et du coup, tu peux trader. Après, l'écosystème est encore plus petit. Il y a plein de produits que offre donc la CeFi, la finance centralisée, enfin, les Binance, la FTX, que n'offre pas encore la finance centralisée, comme des produits structurés, comme les futurs. Même s'il y a des produits qui arrivent, on peut citer GMX, on peut citer Gain Network, c'est des premiers exchanges avec des produits futurs qui sont en train d'arriver dans la finance centralisée. Il y a peu de liquidité, ce n'est pas encore les volumes qui sont effectués sur ces grandes places d'échange. Pareil pour les options, il y a encore quelques trucs, mais c'est naissant, tout ça c'est naissant. Okay. Donc la finance centralisée fournit un service et peut-être complémentaire à la DeFi. Mais cet exemple montre bien l'importance en fait, de se réapproprier, et c'est là qu'on va pouvoir rebasculer sur le thème central, se réapproprier en fait la monnaie et surtout son argent, c'est-à-dire être maître, comprendre où est-ce qu'on met les sous, comprendre les risques, qui a accès, etc. Voilà. Okay. Et pour en revenir au contrôle, donc, parce que certains décrivent que on a vu face avec cet effondrement, même avant l'effondrement, que le SBF, donc c'est le patron de FTX, agissait très fortement et de façon conjointe avec l'administration américaine pour essayer d'imposer une régulation au niveau mondial. D'accord. Et donc, on est de toute façon dans une sorte de choc des titans. Cet effondrement, est-ce qu'il va bloquer cette mainmise que voulait prendre, on va dire, certains représentants de l'administration américaine à travers FTX sur cet écosystème, ou est-ce que l'effondrement va stopper ce qui est en train de se jouer? Parce que tout le monde parle actuellement de régulation. Cet effondrement, comme je te dis, les gens mélangent tout avec la finance centralisée, et ce qui, encore une fois, n'est que le résultat de conduites humaines qui sont monnaie courante dans la finance traditionnelle. Encore une fois, c'est l'humain qui a failli, c'est pas les technologies. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, c'est comme dans les banques tradies. Le système de banque traditionnelle, il n'est pas trop mal. Hein. S'il n'y avait pas Jérôme Kerviel qui faisait de la merde à la Société Générale, bon, en fait, c'était un gars qui était un peu désigné comme le grand coupable, mais je veux dire, c'est pas lui qui est derrière la crise de 2008 et puis même ce qui a suivi par rapport à l'ASG, mais je veux dire, c'est bien sûr des humains qui contrôlent tout de même le système bancaire tradit, comme le système crypto, c'est des humains qui le mettent en place et qui l'exploitent. Tu as parlé de 2008, c'est très bien parce que 2008 est en gros un équivalent de ce qui se passe là, avec FTX, puissance 10 000. Sauf que quand les banques mondiales se retrouvent à être liquidées parce qu'ils ont pris trop de risques, mais au lieu d'assumer leurs pertes, et encore une fois de se faire liquider, et puis certains de finir en prison, en tout cas d'assumer, ils sont allés voir les copains politiques, et les politiques ont pris de l'argent aux contribuables, c'est-à-dire à tout le monde, pour les renflouer. Et là, si on fait la comparaison, c'est comme si, encore une fois, comme c'est non régulé et que... Justement, comme c'est non régulé, c'est là que l'État va sûrement pas intervenir. Ils vont le laisser, puis ils vont dire, regardez, ça a ruiné plein de petits... Donc faites-nous confiance, pauvres les banques traditionnelles. Voilà, pauvres victimes, etc. Il faut absolument protéger les pauvres victimes des méchants prédateurs de la crypto. Voilà, ça va être ça. Alors, en 2008, parce qu'ils ont renfloué les banques, ils ont pris l'argent à tout le monde, à nous tous. C'est ça. Et donc, voilà. Et la finance décentralisée, en gros, alors, pour en dire, pourrait peut-être permettre demain d'éviter ces conduites frauduleuses, enfin même criminelles. Les banksters. Exactement. Parce que ça conduit à de la transparence et on en revient à tous ces systèmes d'effets de levier en mettant du collatéral, en utilisant les emprunts, etc.
encore une fois, dans la finance décentralisée, ce qui fait foi, c'est le code, c'est les algorithmes. Et donc, lorsque le prix descend, le protocole va liquider, c'est-à-dire que la vente va être effectuée. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec un humain pour dire oui, j'ai été liquidé, regarde, mais on peut aller prendre de l'argent des gens pour. C'est pas possible. Et donc, on peut espérer demain que la finance traditionnelle, qui de toute façon va absorber d'une façon ou d'une autre la finance décentralisée, c'est déjà en train d'être fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'absorber pour plus de transparence? On peut le rêver, c'est possible. Ouais. Plus de transparence, plus d'honnêteté, plus voilà. Ou plus de contrôle. Parce que le revers de la médaille de toutes ces technologies blockchain, c'est le méga contrôle. Voilà, c'est qu'elles autorisent et elles permettent un contrôle qui jusque-là n'était pas possible. Et donc de toutes les transactions. Peut-être qu'on peut préciser justement ça, parce que peut-être des gens qui nous regardent qui ne sont pas trop calés niveau crypto et qui ont eu ouï dire que les transactions Bitcoin c'était anonyme, tout ça, et peut-être qu'on pourrait un petit peu resituer l'ensemble du système qui permet aussi de savoir qu'en fait non. Déjà le réseau Bitcoin, lui, n'est pas anonyme, il est pseudonyme. Ouais, ça. Okay. C'est sous pseudo. Voilà, c'est que derrière ton adresse, alors il y en a encore quelques-uns qui peuvent être anonymes, mais de moins en moins, parce que par exemple ici, nous, pour acheter des bitcoins aujourd'hui, il faut aller dans une place justement centralisée. Voilà. Et très souvent, pour s'inscrire, il faut le fameux KYC, Know Your Customer, il faut s'identifier. Et donc, lorsqu'on va acheter des bitcoins et qu'on va les transférer sur notre belle adresse par sécurité, parce qu'on les veut et parce qu'ils sont à nous, et bien notre adresse peut être reliée à notre identité. Donc, alors, on est pseudonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'exchange qui le sait et éventuellement les autorités à qui il va le transmettre. Donc, si nous, après, on envoie des bitcoins à droite et à gauche, on ne va pas forcément savoir qui c'est. Mais donc, c'est pseudonyme. Et Ethereum fonctionne de la même façon sur tous les outils d'analyse et de suivi de toutes les transactions qui se passent sur ces réseaux progressent. Et encore une fois, tout est gravé dans le marbre. On a vu des hackers, alors je suis incapable de reciter le nom, mais c'était un couple qui avait volé des bitcoins, je ne vais pas dire de bêtises, mais en 2016 ou 2017, et qui se sont fait attraper en 2022. Ils possédaient l'équivalent de 5 milliards de bitcoins, et leur problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à les ressortir. Tu m'étonnes. Et donc, ils ont fait une erreur à un moment, parce que d'une adresse qui est encore anonyme, parce qu'ils avaient réussi à. Cette adresse qui possédait tous les bitcoins volés, donc ne disparaît pas sur la blockchain, donc elle est en permanence suivie. À chaque mobilisation d'un bitcoin, les mecs ils regardent. Et à un moment, ils ont fait une erreur. On a réussi ils nous donnaient à matcher exactement l'identité avec le bitcoin, et boum, ils sont allés l'arrêter. Donc 5 ans après, sur la réseau. Voilà, donc le réseau bitcoin est une très mauvaise idée si on veut blanchir ou faire des actions criminelles. C'est un très mauvais réseau. Clairement. Et Ethereum est la même chose, c'est pareil. Toutes les blockchains fonctionnent de la même façon, en fait. Voilà, alors il y a les Monero, il y a des blockchains anonymes, et d'ailleurs ils se sont attaqués il y a quelques années de ça en premier, en disant ça il faut surtout pas que ça existe, surtout pas. Donc, mais voilà, après, pareil pour l'identité, c'est le DID, Digital Identity, il y a plein de technologies qui, encore une fois demain je vais rester optimiste, permettront en fait de s'identifier sans par exemple, on peut fournir grâce au progrès mathématique et à la cryptographie, une preuve à un site qu'on a plus de 18 ans, mais sans donner sa date de naissance. C'est un peu comme on révèle un secret, on prouve qu'on a le secret, mais sans le révéler. Et ça, aujourd'hui, ces technologies existent. Donc on peut imaginer un monde demain où, alors ça passera, je pense, par des intermédiaires en l'époque, mais à qui nous, on va prouver notre bonne identité. Voilà. Et eux, ils disent pour nous. Eux, ils vont nous filer. Ils sont eux. Voilà, on dit on est bien un vrai humain, les disent, etc. Et après, on pourra interagir avec différentes choses sans forcément révéler à notre identité au futur Facebook, au futur Google, au futur Amazon, etc. Voilà. Et donc ces technologies. C'est presque des sociétés écrans entre guillemets qui se présentent pour nous. C'est bien lui, mais tu ne le connais pas. Mais c'est lui. C'est ça. C'est moi. Non, c'est aussi. C'est moi. C'est moi. Mais je vois le concept. Et donc voilà. Donc, après dire où le monde va aller, c'est impossible de répondre. Ce qui est sûr, c'est que, selon moi, les deux scénarios sont possibles. Parce que les technologies pour protéger les gens et l'identité existent. Maintenant, est-ce qu'elles seront adoptées massivement? Est-ce qu'elles seront adoptées par le régulateur et les pouvoirs en place? Ça, on ne le saura pas. Et malheureusement, le travail des fameuses MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, qui sont annoncées pour arriver en 2026-2027 pour l'Europe notamment,
semble pas aller vers là. Parce que la grande innovation, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la grande innovation des cryptos, c'est que c'est des monnaies programmables. Et donc, un exemple simple, si par exemple, ils décident que les citoyens n'ont pas le droit de dépenser plus de 200 € par mois de pétrole, ils pourront le programmer. Ah oui, c'est ça qui est magique. Voilà. Et donc, on en vient encore une fois sur cet effet contrôle et c'est la dystopie vers laquelle peut-être on est en train d'aller, d'une société. Moi, je crois plus à ça, personnellement. C'est possible. Connaissant les acteurs en haut, ils n'ont pas intérêt non plus à ce qu'on ait tous des yachts, donc voilà. C'est possible. C'est possible. Maintenant, moi, je crois qu'en restant connecté justement à cet écosystème, il existera toujours des passages. Voilà. Mais est-ce que ça concernera la majorité? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais on peut le souhaiter. Ouais, non, mais en tout cas, on peut travailler aussi pour. On n'est pas obligé d'être juste spectateur, mais justement travailler pour que ces solutions existent et qu'elles attirent d'autres citoyens, entre guillemets. Mais tu peux faire un parallèle, tu vois, encore avec une banque traditionnelle. Tu vois, par exemple, si FTX était une banque tradie et qu'elle tombait donc en faillite comme elle est tombée là, en général, qu'est-ce qui se passe? Cette banque tradie, elle appelle, donc si c'est la France, elle va appeler Macron, elle va dire bon, t'as vu, là on est dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, enfin on les douille tous, les 10 millions de clients, ou tu nous aides parce qu'on t'a aidé avant à faire des contrôles, etc. Puisque les banques ont des rôles de contrôle, en tout cas en France, dans même plein de pays. Elles sont un peu l'intermédiaire entre l'État et les citoyens. Et donc, pour rendre ce service, en général, les banques peuvent demander à l'État, voilà, tu nous aides, tu rinces tout le monde, comme ça, on ne fait pas vraiment faillite. Et puis, comme tu dis, on paye un petit peu tous, voire certains beaucoup, ça dépend toujours de ce que tu as aussi sur ton compte. Et au final, la banque ne fait pas faillite, entre guillemets, et l'histoire continue. Et après 2 minutes, on a vu que les banques n'ont pris aucune leçon de 2008, puisqu'en fait, elles sont dans des situations pires qu'en 2008 sur les bilans comptables. Donc ouais, et là on voit que finalement FTX ou par exemple Binance, je ne sais pas ce qu'il en est pour Binance, même si je sais qu'il y a eu des rapprochements avec en tout cas en France avec le gouvernement assez sérieux, mais je ne sais pas ce qu'il en est en tout cas. Est-ce que si Binance demain fait faillite, peut demander à Macron, est-ce que tu peux nous aider? Non. Après la CIPOPOL, ils ont publié leur proof of asset, la preuve de leur réserve. Donc aujourd'hui, la contamination d'FTX et d'Alameda n'est pas encore connue, mais ça ne devrait pas toucher des acteurs comme Binance, comme Crypto.com aussi a publié également. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ces poids lourds-là, en tout cas de la crypto, n'ont pas accès aux mêmes connexions qu'une banque tradie. Parce qu'une banque tradie, elle peut demander à un État, même si l'État n'a pas l'argent, tu sais comment ça se passe, l'État peut imprimer de l'argent, spécialement pour ce cas-là, entre guillemets, on imprime à fond, on va faire une belle petite inflation, voire plus qu'une petite, et entre guillemets, ça va être transparent pour tout le monde. Enfin, presque pour tout le monde. Sauf les gars qui ont un cerveau et qui savent ce que c'est l'inflation. Mais voilà comment fait un État, il peut imprimer. La crypto, par définition, on n'imprime pas, puisque c'est de la crypto, c'est de l'argent qui n'est pas reproductible à l'infini, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas accès à la planche à billets dans la crypto. C'est ça que je veux dire aussi. Alors l'inflation existe et ça dépend des protocoles, mais Bitcoin à terme sera effectivement déflationniste parce que capé à 21 millions et qu'il n'y en aura pas plus. Voilà. Pour l'instant, c'est encore un protocole inflationniste jusqu'en 2140. Okay. Mais il y a un moment pour Bitcoin, ça va s'arrêter. Ether est en train de devenir déflationniste. Maintenant, dans la crypto, il y a quand même beaucoup de création monétaire, entre guillemets, parce que ne serait-ce que pour le FTT, c'est un jeton qui est sorti entre guillemets nulle part. Alors après, ils rendaient un service, ils donnaient des avantages sur la plateforme, mais justement, l'utilité du token n'était pas énorme, et le prix, encore une fois, a été gonflé de façon artificielle par cette fameuse flywheel. En gros, on crée un token, imaginons qu'il vale 1 milliard. Okay. On va avoir une banque, on dit tiens, je t'en mets un peu en collatéral, je les mets en collatéral, et tu me prêtes 500 millions. Et si jamais il m'arrive quelque chose, tu les vendras, vu qu'il y a plein de demandes, il y a plein de monde. Donc la banque te prête 500 millions, et avec les 500 millions, tu rachètes du token FTT. Ça va se faire. Un Ponzi un peu, non? Mais c'est un Ponzi, mais auto-alimenté, tout seul. Ouais. Et donc avec 500 millions, tu boostes le prix du token, et comme les emprunts sont faits par rapport à la capitalisation, c'est-à-dire qu'avec ces 500 millions, tu vas peut-être pouvoir faire passer ta capitalisation de 1 milliard, n'importe quoi, à 10 milliards. Alors que tu as injecté que 500 millions, entre guillemets, mais comme le dernier token, tu l'as vendu très cher, tout d'un coup, tu te retrouves avec 500 milliards. Donc tu dis, putain, je vais emprunter
Je dis n'importe quoi, c'est des chiffres qui n'ont aucun sens, mais c'est pour illustrer. Malgré tout, la capitalisation, on peut la booster beaucoup, et donc ça booste, on les remet en collatéral, et ça booste la capacité d'emprunt. Et dans l'idéal, si on arrive à créer un marché, c'est-à-dire s'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent et qui veulent absolument du FTT très cher, on a créé un marché et on arrive à les vendre. Sauf que là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'avec la chute, ils possédaient quasiment tout le FTT, donc qui théoriquement valait. Avant la chute, théoriquement, ils avaient pour 6 milliards de tokens FTT. Sauf que c'est complètement virtuel. Vu que comme ils possédaient, on va dire, 4 milliards et demi. Non, parce que maintenant, c'est en possédé. Bon, on va dire. Ils en possédaient 80%, on va dire. Si eux-mêmes vendaient, en fait, ces 6 milliards correspondent peut-être en véritable argent, peut-être à 1 milliard. Et peut-être moins. Parce que voilà, c'est vraiment du vent sur du vent. Exactement. Oui. Après, donc là, on parle presque de. Pourquoi on parle de ça, c'est pour prouver par exemple que FTX ou une structure comme ça, on va dire, a une certaine. Comment on appelle ça, fonds de garantie ou. Mais non, alors, ce qui est troublant, c'est, encore une fois, c'est pour en gros augmenter sa capitalisation aux yeux du public, sa valeur. Alors, il y a les fonds propres. Ouais. Ça qu'au départ, il y a des investisseurs. Et ensuite, ça c'est le passif, en gros. Voilà. Il y a des, donc c'est il y a des fonds comptable. Voilà, il y a des fonds propres et il y a des emprunts. Et en face, justement, il y a tous les actifs. Et lorsque les actifs montent en prix, la dette, elle est la même. Par contre, en gros, les actions valent plus cher. Or là, avec la chute de tous les actifs, on se retrouve avec toute la valeur de ce que possédaient les shareholders, les actionnaires, est à zéro, et on se retrouve sur la dette. Or là, aujourd'hui, ils ont moins d'actifs qu'ils n'ont de dette. Et c'est ça la fameuse valeur d'IBM. Et donc tout est gelé, tout s'arrête, et donc on en est là, où l'État, le régulateur va arriver, il va regarder les comptes en disant, bon, en fait, combien d'actifs vous avez réellement? Et visiblement, c'est encore trop tôt pour le dire, mais ils ont entre 10 et peut-être 50 milliards de trous entre ce qu'ils ont et ce qu'ils doivent. C'est du scam de haut niveau. C'est du scam de très très haut niveau. Et ce trou-là, il va avoir des conséquences, parce que imaginons que dans les actifs qui restent, ce soit le Curve, que j'aime beaucoup, qui est un protocole très performant, justement en automatique. Mais Curve, c'est pour faire des échanges. Par exemple, on a du dollar, on veut acheter du l'Ethereum, on va avec sa petite clé et on fait son échange soi-même. Et ça se fait de façon automatique, c'est les algorithmes qui font ça. Il a un jeton de gouvernance. Si, dans les actifs d'Alameda, il possède du Curve, et bien les gens qui sont en train de régler les problèmes vont peut-être vendre le Curve pour redonner en dollars pour rembourser les prêteurs. Et donc ça poursuit l'effondrement du reste du marché. Et donc ça, encore une fois, ça peut être effet domino, parce que tout est un peu collatéralisé, surcollatéralisé, etc. Et puis tout est profondément entreconnecté. Ouais. Et d'ailleurs, dans la finance centralisée, souvent on peut confier la liquidité avec on a ce qu'on appelle un LP token, Liquidity Provider Token. Ce ticket, j'appelle ça un ticket. En fait, on confie la liquidité, on a un ticket. Ce ticket, on peut aller le mettre en collatéral, remprunter par exemple du dollar et faire des boucles ou acheter d'autres choses. Voilà. Et tout ce Lego est profondément, donc, encore une fois, entreconnecté. Non, mais c'est là qu'on se rend compte que. On ne sait pas, voilà, jusqu'où ça peut contaminer. Que la finance, c'est quand même du gros Ponzi, quand même. Mais pas obligé de démonter le marché crypto pendant tout le live, c'est pas le but. Parce que si on parle de la banque traditionnelle, comment elle fait pour bidonner ses bilan comptable, c'est très simple. Elle dit toi, tu as 10 000 euros de côté, toi, tu as 10 000, moi, j'ai 10 000. Normalement, c'est notre argent, mais elle, sur son bilan comptable, elle va mettre ça dans ses actifs. Elle va mettre plus 30K. Et si tu as acheté un bien immobilier qui vaut 200K, à la limite, elle surévalue un peu, elle dit qu'il est même à 250K, et tu l'as même pas remboursé, mais c'est pas grave. Elle dit que c'est 250K, c'est plus 250K pour moi aussi, alors qu'elle l'a acheté avec de l'argent qu'elle a créé de rien. Donc c'est effectivement des bilans comptables, pareil, pour dire que les banques sont pas en faillite, c'est du méga Ponzi. Si on fait vraiment, enfin, si les entreprises, les petites PME feraient comme ça, il n'y aurait pas grand chose qui tournerait dans l'économie. Heureusement que les boîtes elles feraient faillite. Mais bien sûr. Une entreprise. Si l'entreprise, c'est sûr, elle dit ouais, j'ai un garage qui vaut 250 000 euros alors qu'il a acheté 10 000 euros, sa boîte elle va pas tenir longtemps. Normalement, il va être. Tu dépenses 200 000 et j'en gagne 100 000, ça ne fonctionne pas. Non, donc on voit que. Voilà, faut pas oublier que la finance, c'est quand même le concept de la finance moderne, c'est ça. Ouais. Mais
le principe même, et c'est sur quoi je pense, pour moi, je trouve la chose la plus importante, les gens doivent se renseigner sur qu'est-ce que la monnaie. Et en fait, Bitcoin, c'est ça qui l'apporte. Avant, selon moi, avant d'être un système pair à pair où on peut échanger de façon transnationale et sans permission de la valeur sur Internet, c'est toute la connaissance qu'il apporte. C'est déjà se poser la question, qu'est-ce qu'une monnaie, à quoi ça sert, et en fait, comment l'humain arrive à l'utiliser pour justement capter de la valeur un peu partout. Il faut quand même réaliser que le dollar, on en parlait tout à l'heure avec Maxime, depuis 1971 ne repose que sur rien. Mais carrément. Et donc, c'est un méga Ponzi, mais qui a la plus grosse armée du monde. Et c'est pour ça qu'il y a le Ponzi il tient, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même. Il vient d'expliquer la démocratie à coup de rangette. Voilà, si finalement t'es pas d'accord. FTX ne peut pas faire ça, donc ils tiennent moins longtemps, ils tiennent 3-4 ans. Voilà. Mais quand t'as une armée comme ça, tu peux tenir dans le temps. Tu vois, il faut remplacer les gars aussi. Mais non, c'est intéressant. Et donc, tu vois, on parlait du contrôle et tout. Donc, ouais, toi, tu disais que tu vois que les scénarios sont possibles. Je crois que voilà, et surtout les outils c'est ça que je vois surtout, c'est que les outils qui permettront peut-être d'éviter le contrôle et obtenir plus de transparence et en gros minimiser l'effet des banksters, on va les appeler comme ça, apparaissent grâce à la finance décentralisée. Alors, qu'elle tourne actuellement elle est principalement sur le système Ethereum, mais peut-être qu'avec les technologies et l'évolution, elle sera finalement sur l'écosystème Bitcoin. C'est trop tôt pour le dire. Là, il y a plein entre les Bitcoins qu'on appelle maximalistes qui ne veulent pas changer le protocole, d'autres qui voudraient le faire évoluer. Ça, c'est des débats qui sont en cours, qui sont infinis, qui seront infinis, je pense. Mais pour moi, mon point de vue, c'est que ces technologies permettront d'améliorer. Et que si on ne les développe pas, si on ne s'en empare pas, et si surtout, encore une fois, de façon individuelle, on ne comprend pas que c'est dans notre intérêt, et d'autres s'occuperont de nous faire comprendre. De notre bien-être. De notre bien-être, de nos finances. Et encore une fois, de programmer avec de dire, ah ben non, 200 € de pétrole, de gasoil, c'est fini là, je suis sur l'autoroute. Appelle quelqu'un, ou tu payes malus, machin, un extra. Ça va pouvoir se vendre après. Bien sûr, tu files ton passe carbone à un pote, comme les passes vaccinales ou je sais pas quel connerie. Ça va arriver, les points carbone. Et justement, on peut aussi dire que la technologie cryptographique et tout ça, le problème c'est que ça peut s'appliquer à d'autres domaines que à la finance, notamment justement tout ce qui est passe vaccinale, passe carbone. Pour vérifier si c'est un vrai, ça peut être utilisé tel un NFT. Donc il y a tout un. La traçabilité, les contrats, l'assurance. Je suis sûr qu'ils l'utiliseront même pas pour la traçabilité, pour voir si un truc est vraiment bio, tu verras. Pour les trucs bien, ils n'utiliseront pas. Par contre, pour te niquer, c'est déjà utilisé. Pour certains produits de luxe, dans la grande distribution, notamment Carrefour, je crois, est un des premiers, si je dis pas de bêtises, mais voilà, pour faire le suivi de denrées, que ce soit alimentaires ou de luxe, c'est déjà utilisé. Ils s'en emparent déjà de ces technologies. Donc, elles sont déjà utilisées. Maintenant, encore une fois, le cœur de la matrice, qui est on en revient à la monnaie et le fait qu'on soit maître de nos échanges, maître de la richesse en fait, que l'on crée, que l'on convertit en monnaie pour se l'échanger. Ça, c'est pas sûr qu'ils le laissent. Et puis après, la crypto, c'est un territoire aussi. Je veux dire, si ça se met vraiment en marche, etc., déjà, ça ne va pas forcément toucher tous les pays du monde, déjà. Et en plus, je ne sais pas, par exemple, on parle de l'euro numérique. L'euro numérique, c'est quoi? Ça serait une espèce de crypto. Je ne sais pas en quelle année ça va vraiment arriver, etc. Mais qu'est-ce que tu penses? La réaction, par exemple, on peut spéculer, mais la réaction du marché crypto globalement, quand la première fois, finalement, dans l'histoire du monde, finalement, un État ou un supra-État comme l'UE va venir avec une crypto dans le game. Et elle va dire, voilà, ça, c'est la crypto du peuple, tu vois. Oui, ça sera un stablecoin, probablement. Ouais, ça sera un stablecoin, je pense. Mais il faudra avoir l'interopérabilité, en fait. C'est-à-dire que entre les blockchains. De cette crypto-monnaie, sur quel écosystème elle va tourner, et est-ce qu'elle sera interopérable avec le système Ethereum? Parce que cette crypto-là, si elle se met en place, comme ça, c'est une crypto qui a vocation à être utilisée par presque 500 millions de personnes, par exemple en Europe, en tout cas en UE, c'est énorme. Et on sait très bien que moi, mon père ou mes grands-parents, ils ne vont pas aller sur un exchange pour utiliser leur argent. Donc ça sera certainement relié à une carte directement, comme d'habitude, pour qu'ils aient le même réflexe, les gens, sur le mode opératoire du paiement. Et même pour recevoir l'argent, ça sera exactement le truc qui soit... Et les banques pourront très bien faire une espèce de petite mise à jour où tu pourras transférer depuis ton compte traditionnel à un wallet
qui est relié sur ton compte bancaire et que tu peux. C'est ce que je veux dire. Un peu comme tu transfères sur ton compte spot et ton compte futur si tu trades. Parce que si ça se met en place, l'euro numérique, je pense pas qu'ils vont supprimer l'euro normal, puisque mamie avec son chéquier, elle, qu'est-ce qu'elle devient, tu vois? Est-ce qu'elle a besoin de son fils pour aller faire les courses? Mais regarde, techniquement, l'euro est déjà numérique actuellement. Quand tu allumes ton compte bancaire, c'est numérique. En fait, quelle est la différence? Ok, peut-être qu'il y aura un système parce que tu pourras retirer en cash. La programmation, c'est ça toute la différence. C'est-à-dire grâce à les monnaies numériques de banque centrale, donc des cryptos, on va les appeler comme ça, grâce aux cryptos de banque centrale, ils vont pouvoir programmer leur monnaie. Et donc, te limiter encore une fois en disant 200 € de pétrole, le lait ou les courses, le bien commun, c'est 300 € par semaine ou par mois, pas plus. Alors que ça, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Ouais, mais ce que je veux ils ne peuvent pas te limiter par article ou par domaine d'achat. C'est par exemple, la télé, tel programme, c'est pas autorisé. Ou tel programme payant, c'est pas autorisé. Et du coup, j'ai une question qui me vient, c'est s'ils font ça, ça va résoudre des problèmes d'inflation aussi. Du coup, parce qu'une crypto, ils pourront plus imprimer. Mais si, parce qu'encore une fois, ça sera très probablement une crypto privée, parce que ça pas. Les blockchains, c'est juste des registres. Hein. C'est des registres, donc pour parler de Bitcoin, distribués, publics et sans intermédiaire. Ouais. D'accord. Mais on peut utiliser ce système de registre de façon privée. Et la programmabilité. Et donc, si cette monnaie numérique de banque centrale n'est pas interopérable, encore une fois, avec ce qu'on appelle la DeFi aujourd'hui, elle peut parfaitement fonctionner en vase clos, mais un vase clos qui représente 500 millions de personnes. Et les gens n'auront pas de contact avec les monnaie centralisée et feront leur achat. Mais pour toi, du coup, tu sais, on parle souvent en France de la fin du cash. Oui. Mais par exemple, moi, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que comment tu fais pour Jacqueline, qui a 75 ans, qui fonctionne avec son chéquier? Moi, je connais des gens, même qui sont moins âgés que ça, qui ont 58, 60 ans, et qui n'ont même pas de carte bancaire encore aujourd'hui, parce qu'ils veulent économiser des frais, et eux, ils vont faire leur course au marché. Tu sais, c'est des gens un peu à l'ancienne, etc. Enfin, j'ai pas de critique à émettre par rapport à ça, mais de fait, ils n'ont même pas de carte bancaire, etc. Comment tu leur imposes, ces gens-là, par exemple, de dire qu'il n'y a plus de cash? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça ne veut pas dire que l'euro numérique sera la fin du cash. L'euro numérique existera en tant que système bancaire. Et au final, il y aura quand même peut-être ce billet qui sera indexé sur l'euro numérique. On peut faire que des hypothèses, parce que encore une fois, toutes ces discussions, déjà, on ne sait pas la date, on ne sait pas comment ils vont le créer, quels seront les paramètres aussi. Eux-mêmes ne savent pas, je pense. La quantité, est-ce qu'ils vont le limiter? Et le problème que ça pose également, c'est qu'eux, ils ne savent pas, mais si on a une monnaie numérique de banque centrale, on squeeze, on appelle ça l'intermédiation des banques. Normalement, les euros, c'est-à-dire que quand la banque centrale émet des euros, elle les distribue. Ces euros-là, nous, on n'y accède pas. Elle les distribue en gros aux banques, etc. Et les banques, c'est la fameuse monnaie dette, que ce soit par le prêt, ont également un pouvoir de création monétaire. D'ailleurs, le principal système de création monétaire, c'est par les banques commerciales, à travers le prêt. Et donc, si demain, et donc nous, en tant qu'individu, on est connecté aux banques commerciales, on n'a pas un compte à la banque centrale, c'est les banques qui ont des comptes sur la banque centrale. Donc si demain on a un compte direct avec la BCE, que deviennent les banques commerciales? Que deviennent ces intermédiaires? Et donc c'est pour ça qu'ils discutent entre eux, ils disent, attendez, nous, en fait, on ne veut pas disparaître. Et le mec dit, ouais, mais bon, là, on a un outil super. Et donc, encore une fois, tout est un peu gris. Ils veulent tous le contrôle, mais ils se bouffent aussi la gueule. Oui, non, mais il y a une grosse bataille. Donc, c'est intéressant de comprendre les enjeux. Et donc, pour moi, le cash, si jamais ils arrivent à le faire disparaître, comme on voit que ces gens-là agissent malgré tout, et c'est leur grande force sur le temps long, peut-être que Micheline, là, qui a 70 ans, elle ne verra pas la disparition du cash. Mais dans 15, 20, 25 ans, moi je pense plus à ça. Avec l'avancée générationnelle, il y aura peut-être. Je pense, parce que quand tu regardes, ça représente des millions de personnes en général qui n'ont pas de carte bancaire, qui payent comme ça en cash à l'ancienne. Et ils ont peut-être essayé avec le Covid de tuer les vieux, mais ça n'a pas marché entièrement. Donc il y a encore des années, de belles années devant nous. Donc, et en plus, si tu généralises ça après à l'Europe, parce que là on parlait de la France un petit peu, mais moi je sais que si tu regardes dans les pays où les salaires sont plus faibles en Europe par exemple, tu pourras regarder en fait sur les statistiques, en fait il y a une proportion de la population importante, parfois 30-40% qui n'ont même pas de compte en banque.
Il faut le comprendre, parce que en fait, les gens, économiser 10 € de frais de tenue de compte par mois, ça fait peut-être un tiers d'un salaire à l'année pour ces personnes. Donc, aucun intérêt, ils préfèrent avoir un compte pour la famille, et c'est tout. Et sur un foyer, tu as 3 personnes qui n'ont pas de compte en banque. Et c'est par exemple le cas en Albanie, dans les Balkans, et dans d'autres pays européens même qui sont devenus. Donc c'est pour ça que je pense que la fin du cash, ça ne sera pas pour tous, et ça ne sera pas tous en même temps non plus. C'est là qu'on peut rejoindre aussi les dystopies. On voit dans beaucoup de films en fait deux mondes, avec un monde ultra riche, ultra technologique, et un monde un peu chaotique à l'âge de pierre. Et on peut imaginer que, encore une fois, cette technologie aide à faire cette dichotomie et à séparer deux humanités. Peut-être l'Est et l'Ouest. Alors, ça fait... Ou le Nord et le Sud. Ouais, plutôt. Ouais, je sais pas. Parce que là, on voit que même si ça qui se sépare, on va dire, entre l'Occident et le monde sino-russe, aujourd'hui, ils sont autant, voire plus technologiques que nous. Sur certains aspects, oui. Et donc, c'est vrai que tout ce qui se passe en Chine, moi je ne connais pas bien la Chine, mais ça. Ils ont une certaine avance, c'est vrai. Ils ont une certaine avance. En plus, c'est culturel, ils pensent d'abord au groupe avant de penser à l'individu. Surtout en termes de et peut-être qu'eux, ils arriveront justement, ils n'auront plus de Micheline. Peut-être avant nous, et que tout le monde sera. Je pense qu'ils sont plus Micheline, ils sont moins patients, je pense, avec Micheline que nous avec. Donc c'est sûr, c'est que l'harmonisation déjà mondiale, est-ce qu'elle se fera un jour? Ça, c'est impossible de le savoir. Et après, elle se fera dans des temps différents, en fonction des régions du monde. Il y a des timings qui sont clairement différents. Et on peut rester optimiste, par exemple, peut-être que l'humanité, encore une fois, progressera vers plus de transparence, de liberté et moins d'éculerie. On va prier, je crois qu'on va prier après le live. Je pense qu'on peut finir sur cette belle phrase. Restons optimistes. On a bien. C'est que c'est un bel outil. Après, comme beaucoup d'outils très puissants, tout dépend de la volonté de ce que tu en fais. De ce qu'on en fait, exactement. C'est exactement ça. Sans maîtrise de la puissance derrière. Voilà. Les gars. Merci. On se quitte là-dessus, et puis on vous dit à bientôt sur Orca Network. Ciao, ciao. Salut.